Bonjour Ronan, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Ronan, vous êtes directeur général de l'association Football Supporters Europe. Ce week-end a été particulier avec deux matchs de foot sur le territoire français qui ont vu éclater des violences aux abords et dans les stades, hein. C'est des circonstances très différentes. Il y a eu d'abord Saint-Étienne-Auxerre où on a vu les supporters stéphanois qui ont envahi la pelouse avec des fumigènes après l'officialisation de leur relégation en L2. Et surtout, il y a eu la très chaotique finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France. Et là, les récits divergent, ou plutôt s'affrontent depuis quelques jours. Euh, le gouvernement le répète à l'envi depuis 2 jours, s'il y a eu autant de violence, c'est la faute des supporters, notamment des supporters de Liverpool, qui n'auraient pas été suffisamment cadrés. Il met l'accent aussi sur les 40 000 faux billets qui auraient été utilisés pour entrer dans le Stade de France. Ça, c'est si on écoute le gouvernement. Si on écoute l'extrême droite, c'est la faute des racailles de Seine-Saint-Denis qu'aurait mis le bazar. Et si on écoute la gauche, il y a un problème récurrent, pour ne pas dire systémique, avec les forces de maintien de l'ordre qui ont insuffisamment encadré et préparé finalement cette manifestation sportive. Vous, comment est-ce que vous lisez les événements, ce qui s'est passé ce week-end, notamment au Stade de France? Alors, effectivement, ce sont les événements sur lesquels je suis le plus à même de commenter. Euh, la vérité n'est ni dans, ni dans la présentation qu'en fait le gouvernement, ni dans l'analyse qu'en fait l'extrême droite, ni dans l'analyse non plus qu'en fait une partie de l'extrême gauche, parce que la France a un problème avec ses supporters. Et la récupération qui en est faite par une part des événements du Stade de France, qui est faite par une partie des forces politiques françaises, et d'un ridicule sans nom, puisque c'est des gens qui ne se sont jamais intéressés à nos droits, aux droits des supporters. Donc, on a servi de laboratoire, on a eu des restrictions inimaginables de liberté, liberté de circuler, liberté d'association, liberté d'expression, etc. On a essayé de se défendre comme on pouvait, mais rarement avec le soutien de ces forces politiques-là. De la même manière, quand on a essayé de faire valoir nos droits, notamment au moment de la loi sport, le rapporteur au Sénat, M. Savin, a gentiment ignoré nos propositions et aujourd'hui demande une enquête parlementaire. Donc, on est vraiment sur un jeu de dupes aujourd'hui où on a un gouvernement qui raconte un petit peu n'importe quoi pour, semble-t-il, sauver la face, et un certain nombre de partis politiques d'opposition qui tentent de récupérer les événements d'hier d'avant-hier, sans s'intéresser de près ou de loin aux droits des supporters. Le communiqué PS est très bon parce qu'il a été rédigé par des gens qui connaissent le monde des tribunes et ça se voit, et qui connaissent les enjeux sécuritaires qui sont associés, ça se voit. Aujourd'hui, la présentation qui est faite par le gouvernement, elle est tellement loin de la réalité des faits telle qu'on a pu l'observer au Stade de France que je crois que personne aujourd'hui ne prend pour argent comptant ce qu'on nous présente. 30 à 40 000 faux billets, c'est un nombre qui est totalement délirant. La récupération qui en est faite par l'extrême droite sur des jeunes locaux qui seraient venus autour du Stade de France, qui est un fait avéré, mais en revanche, ils ont, comme d'autres, profité des défaillances de l'organisation. Et la vérité, oui, la vérité est plus complexe, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espace pour la vérité des faits. Alors, mais En plusieurs justement, non, des... mais justement, où est-ce que pour vous ont été les principales carences en fait dans ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quand même eu un défaut général d'organisation. Enfin, le constat, la conséquence finale, c'est que c'était le bazar. Mhm. Heureusement, il n'y a pas eu ni de, comme l'a dit la ministre des Sports, il n'y a pas eu de blessés graves et comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas eu de tués, hein, encore heureux, mais Mhm. c'est ce qu'il a rappelé dans une conférence de presse. Mais il y a quand même eu du bazar. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? En fait, où est-ce que se situe la responsabilité? Et surtout, du coup, comment est-ce que les prochaines fois, pour les prochains matchs, ce genre de situation n'arrive pas? Alors, la responsabilité, c'est complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a l'État, la préfecture de police, l'UEFA, la FFF, le consortium du Stade de France. Et justement, la mission d'enquête parlementaire, elle a du sens parce qu'il va bien, idéalement, il faut qu'on sache justement quels sont les différents niveaux de responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. En revanche, tout ce qui se passe sur la voie publique, c'est bien la responsabilité de la préfecture de police. Hmm. Et ce qui fait dérailler l'organisation, c'est une erreur majeure d'aiguillage des supporters de Liverpool. Les supporters de Liverpool, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé de faire. On leur a demandé d'arriver tôt, ils sont partis à 17h pour leur immense majorité de la fan zone de nation. On leur a demandé de prendre le RER D, il y avait des annonces à Châtelet, ils ont pris le RER D. Maintenant, le problème,
parce que le RERB était en trafic ralenti ou autre du fait des grèves. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois arrivé à la station du RERB, le dispositif de circulation d'acheminement des foules n'avait pas évolué. C'était le même que sur un match normal. Donc ça veut dire que l'immense majorité des supporters de Liverpool sont arrivés sur un itinéraire secondaire, qui est celui qui va du RERB au Stade de France, qui a toujours été problématique en conditions normales et qui là a été catastrophique parce que vous aviez 3 ou 4 corridors de sécurité pour vérifier les billets et fouiller les gens, pour des milliers, probablement largement au-delà de la dizaine de milliers de supporters de Liverpool. Ils auraient dû être redirigés vers un autre point de contrôle qui est à proximité du RERB, qui lui était vide. Il fallait 30 secondes pour y passer. Ça n'a pas été fait. Et après, on a un effet de domino. Le contrôle de sécurité lâche à cet endroit-là. Et c'est une décision qui faisait tout à fait sens à ce moment-là, parce qu'autrement, on aurait eu un mouvement de foule. Il n'y a plus de contrôle, donc il y a des gens sans billets qui rentrent sur le parvis du Stade de France. Et là, il y a un effet boule de neige, et puis les problèmes s'accumulent. Mais ce qui est sûr, c'est que les faux billets n'ont rien à voir là-dedans. Les difficultés organisationnelles étaient déjà présentes avant que ce contrôle cède. Et derrière, moi, j'étais présent et accrédité par l'UEFA pour observer la finale, avec mon collègue Pierre Barthélémy. On a observé des faux billets, ça c'est certain, il y en a à toutes les finales. Plutôt même des fausses accréditations. Donc c'est là que je me dis qu'il y a quand même un problème entre le récit du gouvernement et les observations qu'on a eues sur le terrain, parce que c'était plutôt des fausses accréditations, peut-être parce qu'elles sont perçues comme étant plus faciles à copier, mais en petit nombre. Et surtout, on n'est pas là face à une mafia du faux billet, c'était des accréditations, des fausses accréditations, des faux billets. Enfin, nous, ce qu'on a vu, c'était des trucs faits maison, un peu foireux, avec l'espoir de le montrer juste devant un stadier rapidement et puis que ça puisse passer. On n'est pas sur quelque chose d'une production à l'échelle industrielle de 40 000 faux billets pour pouvoir rentrer au stade de France. Alors, vous êtes directeur général d'une structure qui s'occupe de supporters. C'est quoi exactement? Enfin, c'est qui les supporters? Est-ce qu'on sait un peu sociologiquement qui sont les supporters? Est-ce que c'est, je sais pas, quand on écoute Gérald Darmanin, on a l'impression que c'est que des hooligans, enfin, notamment ceux de Liverpool, c'est que des hooligans, que des fachos. Est-ce que c'est, je sais pas, le monde populaire? Est-ce que c'est juste des amateurs de football? Alors, effectivement, on est l'organe représentatif des supporters européens. On travaille sur toute la zone UEFA, donc sur 55 pays. On a tendance à assez bien connaître notre sujet quand il s'agit des supporters et on observe toutes les finales. Donc, on a aussi un bon outil de comparaison avec les autres finales. Les supporters de Liverpool, le gros problème, c'est qu'ils souffrent d'une réputation qui est basée sur les agissements de certains d'entre eux il y a 40 ans. Et c'est l'autre problème fondamental sur l'approche policière de la finale de samedi, c'est que tout le dispositif a été monté pour répondre à une menace qui n'existe pas. Puisque la réalité de la culture des supporters de Liverpool d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celle d'hier. C'est ces supporters qui sont extrêmement paisibles, alors effectivement qui ont picolé en ville à Paris et qui ont peut-être jeté des bouteilles au sol et c'était peut-être pas très propre autour de nation, mais néanmoins ça n'a rien à voir avec un risque d'affrontement. Et depuis le début de la finale, avec une communication de la préfecture de police et des services de l'État, on nous parlait de match à risque et qu'il fallait à tout prix éviter que les groupes se mélangent, etc. Qu'il fallait les amener à Nation parce qu'autrement, ils allaient croiser les supporters du Real Madrid à Paris et que ça allait être compliqué. Subjectif qui repose sur une réalité qui a plus de 40 ans. Et c'est ce qui explique que, notamment côté Liverpool, la préfecture de police s'est lancée dans une véritable démonstration de force. Il y avait des camions de police partout, et pas dans des petites rues, dans des endroits qui se voulaient visibles, justement pour montrer l'étendue du déploiement policier. En fin de match, des policiers ou des gendarmes mobiles, j'étais trop loin pour les reconnaître, se sont déployés, casqués, avec boucliers et compagnie, se sont déployés devant la tribune de Liverpool, ce qui donne une image désastreuse de l'organisation du foot en France, parce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans les dictatures d'Europe de l'Est ou dans les républiques africaines. Ce déploiement de force, c'est quelque chose qui n'existe plus, et surtout qui était complètement inutile, puisque les supporters de Liverpool, une fois terminé le match et bien dégoûtés de leur journée, ils sont rentrés chez eux calmement, il n'y a eu absolument aucun incident. Mais la communication du gouvernement aujourd'hui, elle repose toujours sur ce prisme-là, ces représentations des supporters de Liverpool comme étant des dangereux hooligans, antisociaux, etc., alors qu'il n'y a pas eu d'incident.
et les chiffres des arrestations le montrent très bien. La fan zone de Paris, du 12e, ça s'est passé à merveille. La mairie du 12e est ravie. Les 2 dernières finales de Liverpool à Madrid en 2019 et à Kiev en 2018, c'était extrêmement bien passé, avec les mêmes enjeux potentiellement de faux billets, très bien identifiés. Et le rôle, là, la préfecture de police, là où elle a aussi échoué, c'est qu'elle avait deux risques qu'elle connaissait. Un, les faux billets côté Liverpool. C'est indéniable, ça fait partie de la culture du supporterisme à Liverpool. C'était un risque marginal, mais c'était un risque qui existait. Et les gamins du coin qui viennent traîner autour du Stade de France, ce qui n'est pas un phénomène nouveau. Et aujourd'hui, on nous explique que c'est une menace qui serait presque tombée du ciel et qui arriverait de nulle part. La responsabilité de l'organisateur, c'était justement de travailler sur des faits, de faire une gestion du risque qui soit basée sur des faits et des informations réelles, et pas, encore une fois, sur des représentations vieilles de 40 ans. Quand vous parlez des responsables, entre guillemets, vous parlez de l'UEFA, vous parlez des forces de police, mais est-ce que les supporters sont aussi organisés, je ne sais pas moi, en association, en collectif, qui peuvent aussi, je ne sais pas, par exemple, à l'image des syndicats, avoir leur propre service d'ordre, avoir leur propre façon en fait de faire de la médiation entre, d'une part, les supporters et d'autre part, la police. Est-ce qu'il y a une auto-organisation en quelque sorte des supporters? Alors c'est marrant que vous utilisiez le terme de syndicat parce que c'est un des rares groupes de supporters en Europe qui utilisent ce terme-là à Liverpool. L'organisation principale qui s'appelle Spirit of Shankly, qui est nommée après un ancien entraîneur de Liverpool, est adhérente d'une union syndicale britannique et son mode opératoire et la façon dont elle est structurée vient clairement de la culture syndicale. Il n'y a pas réellement de service d'ordre au sens propre. En revanche, il y a une culture du supporterisme à Liverpool qui est très, très spécifique et qui est marquée par les catastrophes des années 80. Et ça a beaucoup joué aussi samedi parce que quand ces milliers de supporters se sont retrouvés bloqués à proximité, sur le chemin entre la porte D, le RER D pardon, et le Stade de France, il y a une culture de l'autogestion qui était absolument incroyable. Je n'ai jamais vu ce niveau d'autogestion. C'est-à-dire, évidemment qu'il y a des gens qui perdaient leur nerf. Il faisait chaud, ils n'avaient pas accès aux toilettes, ils n'avaient pas accès à l'eau, il y avait la tension qui montait de rater le match, ça poussait beaucoup. Mais il y avait surtout des gens qui étaient capables de calmer les choses. Et c'est vraiment fascinant parce qu'à Liverpool, oui, il y a des survivants des catastrophes des années 80. Certains étaient présents au stade et c'est eux qui peuvent se permettre de faire ce parallèle avec les catastrophes des années 80. Et ils l'ont fait. Mais c'est aussi une mémoire collective, en fait. Il y a une conscience très forte à Liverpool que la foule représente un danger. Et que justement, quand vous êtes dans cette position-là, que les forces de l'ordre vous mettent dans une position aussi dangereuse et que le moindre événement peut mener à un mouvement de foule dramatique, il faut prendre les choses en main et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est une réponse collective, une intelligence collective qui s'est mise en place pour justement éviter la catastrophe. Et là, on est quand même très, très loin du portrait qui est dressé par le ministre de l'Intérieur. Concrètement, c'est quoi pourquoi est-ce que il s'est rien passé du côté espagnol, du côté des supporters du Real de Madrid? Qu'est-ce qui fait fondamentalement la différence? C'est une différence d'identité, de comportement des supporters du Real de Madrid, ou c'est le comportement des forces de l'ordre à l'égard des supporters du Real Madrid qui a été différente d'avec ceux de Liverpool? Alors, c'est des facteurs multiples. Un, ça a à voir avec le transport, le chemin de mobilité, etc., parce que les supporters du Real étaient acheminés, l'immense majorité sont venus via le métro de la ligne 13 pour ceux qui étaient en ville jusqu'au Stade de France. La ligne 13 n'était pas impactée par les grèves. Ils sont nombreux à être venus en bus aussi. Ils étaient garés au nord du Stade de France, donc à proximité de leur tribune. Et la fan zone du Real était à distance à pied, une vingtaine de minutes, le parc de la Légion d'honneur à Saint-Denis, contrairement à la fan zone de Liverpool, qui était à Nation et qui, de toute façon, les gens n'avaient pas d'autre choix que de prendre les transports en commun. Ça, c'est une chose. Un deuxième élément, c'est effectivement la perception de la police. Les supporters du Real de Madrid sont perçus à raison comme étant majoritairement de classe moyenne élevée, se déplaçant peu, alors que les supporters de Liverpool sont plutôt dans leur majorité classe populaire ou moyenne. Et ça joue évidemment dans la perception. Et surtout, il n'y a pas assez de représentation des supporters du Real comme étant dangereux hooligans, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est
qui est assez loin de la réalité parce qu'il y a un vrai risque, il y a une vraie problématique de supporters d'extrême droite au Real Madrid. Et puis enfin, oui, le, une différence de public. Ça, c'est indéniable. Mais les supporters du Real ont eu aussi des problèmes, ont dû faire face aussi à d'importants problèmes pour rentrer dans le stade. Et ça échappe complètement à la communication gouvernementale. Et je pense pour des raisons de. Parce que justement, ça, ça ne, c'est pas en accord avec justement les choix de communication qui ont été faits. Mais côté Real, à partir des 18h30, il y avait des queues interminables pour entrer au Stade de France. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais il y avait aussi énormément de supporters du Real qui n'étaient pas rentrés dans le stade au moment de l'heure originale du coup d'envoi. Donc, la différence, elle est due à des facteurs multiples. Et à cela s'ajoute le fait que l'entrée, le préfiltrage qui a sauté était côté des tribunes de Liverpool. Donc, l'immense majorité des gamins du coin, parce que c'était vraiment ça qu'ils essayaient, la majorité était très jeune, qui ont réussi à rentrer aux environs du Stade de France et qui ont essayé de passer les grilles ou de passer les tourniquets, ils l'ont fait de côté Liverpool parce que c'est de ce côté-là qu'ils sont arrivés. J'ai une toute dernière question, Ronan. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez commencé dans la réponse à la première question à dire que globalement, le droit des supporters en France, mais peut-être aussi plus globalement en Europe, je ne sais pas, vous allez me le dire, était pas très prise en considération, on va dire, par les politiques, hein, pour le dire de façon euphémisée. C'est quoi, en fait, les pistes d'amélioration? Qu'est-ce que vous demandez à la fois au pouvoir public, c'est-à-dire aux législateurs, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais aussi au gouvernement? Est-ce que vous avez besoin de plus de moyens? Est-ce que vous avez besoin de, je sais pas, plus de relations avec les forces de l'ordre? Et aussi, est-ce que c'est spécifique à la France ou est-ce qu'il y a un problème dans tous les pays? Non, il y a un problème réellement franco-français. C'est pour ça que tous ces enjeux qui ont lieu, qui ont à voir avec la mobilité et la circulation autour du Stade de France, c'est un problème franco-français. On continue à faire de manière répétée les mêmes erreurs avec un plan de circulation, notamment autour du Stade de France, qui ne marche pas. Ces erreurs ont été exacerbées samedi. Il y a eu un effet domino qui a amené justement au problème qu'on connaît. Il y a une spécialité française dans le sens où la façon de sécuriser les matchs de foot, mais c'est la même chose sur les manifs ou d'autres événements, et généralement repose sur une démonstration de force et une réponse violente, rapide, notamment avec l'usage de gaz lacrymogène, etc., ce qui a été fait dans le autour du Stade de France. Donc ça, c'est pas spécifique au foot. Ce qui est spécifique au foot, c'est la négation de nos droits fondamentaux. Alors, je sais qu'il y a d'autres corps sociaux qui sont dans la même situation, mais c'est vraiment quelque chose de très marqué chez nous. On fait partie des rares catégories de population française qui sont parfois interdites de se déplacer dans le territoire national. Et ça a joué aussi dans les événements de samedi parce qu'il y a quelque chose de paradoxal. On est un pays où on peut avoir peur qu'un club de D2 amène 50 ou 100 supporters sur un match amical et on nous explique que les forces de l'ordre ne sont pas capables de gérer 50 ou 100 supporters. Et on prend pour cela des arrêtés préfectoraux, des arrêtés ministériels. Et à l'inverse, on est volontaire pour accueillir toute l'Europe du foot pour le match le plus important de l'année. Donc il y a un paradoxe là. JO dans 2 ans. Et les JO dans 2 ans. Et il y a un paradoxe qui a joué parce que les forces de l'ordre, après une saison comme celle-ci où on a eu énormément de restrictions de liberté, un ministère des Sports et un ministère de l'Intérieur qui ont largement déserté la table du dialogue avec les supporters, c'est un vrai problème. On a une perte de compétences, on a une perte d'habitude là-dessus. Donc, il y a une spécificité française parce que la police, on sait comment la culture policière, et puis la hiérarchie policière fonctionne en vase clos, avec très peu d'aller-retour avec la société civile, avec très peu aussi de retour d'expérience. L'Euro 2016 s'était plutôt mal passé, même s'il n'y avait pas eu de drame. Quoique, quand on voit le maître étalon du ministère de l'Intérieur se dire qu'on a réussi ces opérations parce qu'il n'y avait pas eu de match, c'est affligeant parce que personne ne devrait mourir en allant à un match de foot. Donc, on a la spécificité française, encore une fois, c'est vraiment cette approche sans retour d'expérience, avec très peu d'échanges avec la société civile, avec une doctrine policière qui n'évolue pas. Autour du foot, c'est la même approche depuis des années et des années. L'Euro 2016 n'a même pas servi à ça. C'est ce qui est très souvent, le pays hôte se sert de l'Euro 2016 justement d'une compétition internationale pour investir dans son approche policière et essayer de la moderniser. Il y a très peu d'échanges avec les autres polices européennes, ou du moins il y a peu de retours d'expérience, peu de bonnes pratiques qui sont incorporées par les forces de police françaises, et on est un peu en isolation.
Et cette isolation-là, elle, n'est pas, elle ne permet pas de bien organiser un match de foot. On l'a vu encore samedi. Moi, je suis persuadé que une grande partie des risques et des problèmes qu'on a vus samedi, notamment, qui avaient trait aux supporters de Liverpool, le fait qu'ils se déplacent en grand nombre, le fait qu'il y ait un souci de faux billets, etc., c'était des risques qui étaient identifiés par la police britannique, qui, je suis persuadé, sachant comment ils opèrent, qui ont été communiqués à la préfecture de police, qui ont été communiqués aux organisateurs, et les organisateurs ont manifestement fait le choix de l'ignorer et de partir sur leur propre dispositif et sur leur propre gestion du risque. Donc, sur la question de la Coupe du monde de rugby et des JO de Paris 2024, je crois qu'il y a un problème d'image, là, c'est très net. Je ne sais pas s'il y a un risque parce qu'encore une fois, il y a des dispositifs spécifiques au foot qui ne sont pas mis en place sur les autres sports. Mais là, sur un tel fiasco comme samedi, on ne peut pas se contenter d'une parole gouvernementale officielle, en plus qui est aussi éloignée de la vérité. Et je crois que là, avec la conférence de presse aujourd'hui, ils ont définitivement perdu l'immense majorité de la presse française et internationale parce que les explications ne tiennent pas. Il faut un retour d'expérience, il faut savoir ce qui s'est passé. Nous, on travaille avec l'UEFA sur cette analyse parce que l'idée, c'est qu'aussi, on ne se retrouve pas dans la même situation l'année prochaine sur une autre finale européenne. Mais sur la question française, je crois qu'aujourd'hui, à part une mission d'enquête parlementaire, je vois mal comment la préfecture de police peut être mise face à ses responsabilités et faire l'effort de transparence nécessaire pour éviter que ça se reproduise. Le monde entier va découvrir ce que c'est que l'IGPN et je pense qu'ils ne vont pas être déçus. Effectivement. Merci beaucoup, Ronan, pour